Tout d'abord, on parle souvent un peu trop facilement de la guerre d'Espagne, parce qu'en réalité, il faudrait parler de la Révolution espagnole, pour être clair, parce que tout simplement, la guerre d'Espagne, c'est-à-dire l'événement qui commence en juillet 1939 et qui se termine en juillet 1936 et qui se termine en avril 39, est un événement guerrier qui est en réalité l'aboutissement d'un processus révolutionnaire commencé en 1931. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il ne s'agit pas en fait d'une simple guerre, il s'agit d'une révolution qui finit par une guerre. Cette révolution finit par une guerre à la suite d'un coup d'État manqué qui provoque en réalité l'enfoncement, le glissement du mouvement social vers un aspect de soulèvement et d'insurrection populaire généralisé en Espagne. Donc, on parlera bien sûr, et pour la commodité, souvent de guerre d'Espagne. Nous aussi, on emploiera le terme. Mais il faut savoir qu'on a en tête d'analyser bien plus le processus révolutionnaire espagnol que simplement la question militaire. Mais bien entendu, comme ça a été aussi une guerre, on parlera aussi des opérations militaires, puisque les opérations militaires ne sont pas pour rien non plus, ni dans le développement de cette révolution et des formes qu'elle a prises, ni dans la manière dont elle s'est développée, ni dans la façon dont elle est morte. Donc, on parlera aussi, bien sûr, de certains aspects militaires et nous allons donc diviser notre exposé en une partie sur ce qui a amené le déclenchement de la révolution à partir de juillet 1936. Ensuite, nous ferons quelque chose à propos des opérations militaires et des raisons pour lesquelles les opérations militaires se sont développées comme elles se sont développées. Ensuite, nous parlerons bien entendu des fondements théoriques de la révolution espagnole, c'est-à-dire des bases théoriques sur lesquelles la politique des révolutionnaires espagnols s'est appuyée pour déclencher dans le pays un très très grand mouvement de collectivisation aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Enfin, on essaiera d'évaluer bien sûr ce qui peut être utile pour nous dans une réflexion sur un événement qui est oublié et qui, d'une façon générale, est comme toujours, comme on l'a vu dans les 2 fois précédentes, comme on le voit cette fois-ci, comme on le verra la prochaine fois, comme toujours, est accaparé par des forces qui n'étaient pas du tout dominantes dans ce processus et qui ont récupéré à leur profit un certain nombre d'événements pour tenter de constituer une mythologie favorable à leur cause. Je pense particulièrement au Parti communiste français, mais aussi au Parti communiste d'autres pays que la France. Bien, donc je vais passer la parole à Michael à propos justement de ces années qui ont précédé le déclenchement de la Révolution, c'est-à-dire le déclenchement du putsch en juillet 1936. Mais comme je le disais, les choses ont commencé un petit peu avant tout de même. Et alors, ce que je vais essayer de faire dans cette première partie, c'est de vous présenter rapidement quelques dates chronologiques importantes, et puis aussi l'état des forces en présence, pour qu'on voit bien quels étaient les enjeux, les rapports de force, puisque ce qu'on essaye de faire depuis le début, à l'occasion de la réflexion sur ces événements, donc ces révolutions libertaires qu'on essaie d'analyser, ce sont les rapports de force aussi. On ne se contente pas donc d'une simple chronologie. On essaie de comprendre un petit peu à chaque fois quels sont donc les grands courants qui traversent l'événement, qui le modifient, qui en changent la direction ou qui, en tout cas, le structurent. Alors, une chose importante qu'il faut savoir, c'est peut-être avant même de remonter donc à 1930-31, c'est qu'il y a eu une première république espagnole en 1873-1874. Cette première république espagnole, elle est marquée par une forme de pensée républicaine, bourgeoise, progressiste, assez inspirée des idées de Proudhon, dont on a pu expliquer l'influence tout au long du XIXe siècle. Et donc vous avez un certain nombre de présidents qui vont succéder là dans cette petite année 1873-1874, qui sont des républicains progressistes. Mais bien entendu, l'expérience est courte, elle tourne court et très vite la monarchie se rétablit. Et ce qui se passe en Espagne, c'est qu'on avait une monarchie absolue, soutenue par le clergé. Évidemment, ça va ensemble. Et évidemment, c'est aussi un terreau, je dirais, assez fertile pour le développement des idées libertaires, puisque dans la pensée libertaire, on critique en permanence la collusion du sabre et du goupillon, donc la collusion du clergé, de l'Église et son soutien à l'État.
Alors ça, c'est important, donc cette situation politique générale. Une première république qui se crée, mais qui va très vite avorter. Elle aura quand même réuni ce qu'on appelle les Cortes. Alors, on va les retrouver d'ailleurs dans la suite. Les Cortes, ce sont en Espagne l'équivalent de nos États généraux à nous en France. Voilà. Et bien entendu, donc comme je vous le disais, l'expérience de la Première République espagnole ensuite fait place au retour du monarchisme, mais d'un monarchisme constitutionnel, un peu tempéré, du moins en apparence. En fait, bien entendu, c'est toujours le roi qui dirige les choses. Et alors, pour essayer de replacer un petit peu les choses dans leur contexte, il faut le savoir, l'Espagne est un pays qui au plan social, au plan de l'industrie, alors que d'autres pays ont pris une avancée considérable au plan économique, est arriéré. C'est important parce que techniquement, économiquement, eh bien, il fonctionne sur un modèle social et un système économique qui est encore très très marqué par le féodalisme. Et bien entendu, il y a toute une série de contradictions qui vont naître aussi du développement de l'économie capitaliste moderne, nouvelle, et du maintien de ces anciennes structures féodales. Ça explique aussi le bouillonnement espagnol. Alors, il y a dans toute cette période, donc qui va de 1874 à 1923, vous allez comprendre pourquoi je m'arrête à 1923, eh bien, il y a toute une série d'incidents nombreux et, bien entendu, de mouvements qui apparaissent et qui vont contester l'ordre en place. Et notamment, par exemple, en 1910, la création de la CNT, la fameuse Confédération nationale du travail. Eh bien, donc de 1923 à 1930, alors c'est important, c'est une date importante, on voit se créer en Espagne parce que l'autorité du roi est remise en question et aussi parce que visiblement l'ancienne structure féodale ne tient plus suffisamment bien le pays. Une dictature, la dictature de Primo de Rivera. Alors c'est une dictature bien entendu féroce, bon, je dirais comme toutes les dictatures. Et elle appuie en apparence le roi, et bien entendu c'est elle qui a le pouvoir, donc c'est Primo de Rivera qui a le pouvoir. Et ce qui va se passer peu à peu, c'est que va naître dans cette période une tension entre les monarchistes, le roi, et puis Primo de Rivera, et tout d'un coup les monarchistes vont se dire ce type prend trop d'importance, vraiment beaucoup trop d'importance, et ils vont chercher à le mettre de côté. Et en 1930, donc il y a toute une série il y a une situation sociale extrêmement dure, et il y a toute une série de troubles aussi qui font que, j'ai envie de dire, les tensions générées entre d'un côté le roi, de l'autre la dictature, chacun voulant reprendre à lui l'autorité, eh bien une deuxième république espagnole naît de tout ce bouillonnement et de ces contradictions. C'est donc la seconde République espagnole, celle qui va aller donc d'avril 31 à avril 39, finalement. Voilà, donc ça c'est pour le contexte général, je dirais, les grandes dates qui ont amené à la fameuse Révolution espagnole qui va de 36 à 39. Et comme vous le comprenez, en fait, la Révolution espagnole 36-39 s'inscrit dans le cadre des soubresauts et des événements qui parcourent l'histoire de la République de avril 31 à avril 39. Voilà, ça c'est pour donc le cadre historique, quelques dates. Alors maintenant, on peut essayer de de rappeler ou de dire quels sont les acteurs de cette histoire. Alors oui, en effet, ce qu'il faut bien dire, c'est que la situation espagnole, sur le plan politique et sur le plan syndical, est extrêmement confuse à cette époque. En réalité, cette confusion, d'ailleurs, est peut-être à l'origine, cette confusion au moins au plan des partis politiques, est au moins certainement aussi à l'origine de la puissance syndicale. C'était pas seulement une tradition, n'est-ce pas, le syndicalisme ouvrier et paysan en Espagne, c'est aussi une force très très constante qui va mener la barque en réalité de la révolution bien plus que les partis politiques. Ce qui fait que lorsqu'on parle de force en présence, il faudrait peut-être distinguer d'un côté ce qu'était la situation politique pure, au sens, je dirais, politicien et partisan, et ce qu'était la situation au plan syndical. Mais dans tous les cas, on ne peut pas régler la question en quelques minutes. On va donc faire
évidemment un tour d'horizon assez rapide. Alors, il y a évidemment, sur un plan purement politique, il y a donc de l'extrême droite et de la droite traditionnelle, et puis il y a un parti socialiste ouvrier espagnol, donc social-démocrate, il y a un parti communiste espagnol, qui est donc un parti stalinien, et il y a le POUM, P-O-U-M, Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est un parti marxiste, donc qu'on a dit trotskiste, qui était en tout cas un parti d'opposition au stalinisme, qui regroupait des dizaines de milliers de membres. Et il y a un peu plus loin la Fédération anarchiste d'Espagne, internationaliste, donc la FAI. Pour ce qui est du plan politique, disons-le, ces partis ont connu des sorts plus ou moins variables, c'est-à-dire que bien fréquemment ils étaient assez importants sur le plan numérique, et puis subitement ils perdaient des élections et puis les gens s'enfuyaient, ou bien il y avait un coup d'État qui décapitait les directions et donc l'association se démantelait plus ou moins. Ce genre de choses est arrivé à l'ensemble des partis de gauche d'une façon permanente. Donc ne pas oublier que de 1923 à 1930, donc c'est la dictature de Miguel Primo de Rivera, une dictature dont Michael a parlé, qui est une dictature terrible avec des gouverneurs militaires dans chaque région, avec l'armée à la tête de tout, mais au bout du compte, la crise économique va venir à bout des prétentions de l'armée à diriger le pays, et laisser la place donc à la gauche qui va reperdre le pouvoir à l'issue de quelques élections tout de suite après, puis la gauche va reprendre le pouvoir à la suite d'une tentative de coup d'État contre elle, puis il va y avoir le Front populaire qui va la mettre au pouvoir, et puis il y aura, comme vous le savez, le putsch de Franco qui va mener à la guerre civile dont on a parlé. Quelle est la situation ? Eh bien, il y a donc à l'extrême droite, il y a les carlistes. Les carlistes sont des monarchistes favorables donc à une aile traditionnaliste catholique ultra, qui est présente dans la société espagnole depuis le XIXe siècle, qui s'appelle depuis peu le Parti de la Communion traditionnaliste, qui est une sorte d'opposition de droite même à la dictature militaire. Alors là, on est face à de véritables, authentiques réactionnaires, extrêmement violents et disposés à prendre les armes contre toute forme de société qui s'écarterait plus ou moins, ou un tout petit peu, des préceptes que la religion défend. Donc les carlistes, bien sûr, mais il y a aussi, à côté des carlistes, une autre fraction importante, même si aux élections de 1933, elle n'obtient que 0,7%, c'est en fait le parti de la Phalange, fondé par le fils de Primo de Rivera, du premier Miguel, donc, le fils José Antonio Primo de Rivera, qui en 1933 fonde la Phalange sur le modèle du parti fasciste italien. Son succès sera énorme sur le plan, je dirais, de la constitution des milices, c'est-à-dire que très très vite il va y avoir des milliers de phalangistes qui vont faire un travail d'intimidation, d'assassinat, de menaces, avec une stratégie d'attention très violente contre les syndicalistes, les élus de gauche, les associations anarchistes, bien sûr communistes ou socialistes. Ce José Antonio de Rivera va d'ailleurs avoir une carrière assez brève, puisque ayant fondé la Phalange en 1933, en réalité, il est capturé par les Républicains en 1936, emprisonné et jugé très rapidement après le putsch pour être finalement exécuté en novembre 1936. Il deviendra d'ailleurs une sorte de martyr de la droite espagnole qui va en faire une sorte de héros, qui va d'ailleurs servir en effet d'élément d'unification entre les nationalistes, les militaires, les carlistes. C'est un processus donc d'unification qui va se constituer tout de suite après le pronunciamento militaire, et qui va amener la droite espagnole, qui était très divisée avant l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1936, qui va amener donc cette droite à se réunifier sous le commandement d'un militaire, Francisco Franco, qui va d'ailleurs déclarer aussi et constituer en fait la Phalange comme le parti principal de la droite espagnole.
Donc cette phalange qui pourtant n'avait connu que des succès très modestes sur le plan électoral, moins de 1% en 1933, va devenir le parti principal de la droite. Donc après une confusion extrême, comme vous l'avez vu, on arrive à en fait une sorte de constitution d'un front de la droite extrémiste espagnole contre l'arrivée du pouvoir de la gauche. Du côté de la gauche, la confusion est elle aussi très très grande sur le plan des partis. On a donc un parti socialiste ouvrier qui est un vieux parti socialiste social-démocrate qui est assez puissant, assez représenté, qui a pas mal d'élections, qui a pas mal d'électeurs, qui a connu pas mal de succès aux élections, qui fait fréquemment alliance avec des républicains bourgeois, plus ou moins humanistes, modérés. On a aussi un parti communiste espagnol qui, en 1936, n'est pas très important, à peine une trentaine de milliers de membres, mais qui va croître petit à petit au cours de la guerre civile pour atteindre en 1939 près de 300 000 membres, ce qui est considérable. Bon, ce parti communiste, il faut le dire, a progressé aussi grâce à des fusions nombreuses avec les partis catalans, d'une part, le PSUC, mais aussi des fusions avec la jeunesse, le mouvement de la jeunesse socialiste, par exemple, la JSU. Voilà, bon, ce parti est un parti stalinien, clairement, inféodé, terriblement dépendant de Moscou, et il est violemment anti-libertaire, profondément anti-trotskiste. En parlant des trotskistes, donc, et des libertaires, eh bien, les trotskistes ont un parti dans lequel ils se trouvent à peu près tous, puisqu'ils sont rejetés du PCE, le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Ce parti ouvrier d'unification marxiste, en fait, n'est pas composé que de marxistes, puisqu'il y a des libertaires à l'intérieur du POUM. Son mode de fonctionnement est d'ailleurs proche de celui des anarchistes, ou en tout cas des communistes libertaires, qui existent, eux, dans une autre formation qui est la FAI, donc la fédération anarchiste d'Espagne internationaliste. Bon, elle aussi est importante, mais pas très importante en nombre, si on veut bien regarder les choses. Sur le plan politique, la fédération anarchiste n'est pas beaucoup plus puissante que le PCE, en nombre. Et pourtant, en fait, elle est idéologiquement extrêmement puissante, puisqu'elle dirige de façon claire et nette une puissance syndicale considérable, qui est la CNT. Ça se fait pas toujours facilement, il y a des réunions, il y a des conflits, il y a des réunions, il y a des meetings de réunification, il y a des débats, mais la CNT tout de même, c'est important. En 1936, la CNT regroupe 650 000 adhérents, ce qui est considérable, même si c'est moins qu'en 1919, puisqu'en 1919, elle atteignait pratiquement le million. Donc la Confédération nationale du travail est le puissant syndicat ouvrier et paysan qui va mener la révolution libertaire en Espagne, aux côtés d'ailleurs de l'UGT, avec laquelle elle fera fréquemment alliance, l'UGT étant un syndicat plus ou moins proche des marxistes ou des sociodémocrates, assez important, puisque en 1930, il approche les 700 000 membres. Ensuite, il va décliner un peu, à la suite de certaines erreurs commises dans un certain nombre d'alliances tout à fait malheureuses, puis ensuite on le verra aux côtés de la CNT combattre dans les milices, dans les comités, les armes à la main, les franquistes. Donc ces forces en présence sont, comme vous le voyez, extrêmement confuses. On remarque simplement un éparpillement général des partis et au contraire un regroupement syndical très puissant. D'un côté, et peut-être d'ailleurs est-ce dû, en fait, ceci est la cause de cela, les gens, déçus peut-être par la pagaille partisane, la pagaille politicienne, ont préféré consacrer leur énergie à la lutte syndicale. Ce qui explique la puissance de la CNT, alors que la FAI n'est pas un très grand parti, c'est pas quelque chose de très important. Ça explique aussi la puissance de l'UGT, alors que le PC n'est pas un parti très important. Donc, l'Espagne, en 1936, est prête à combattre. Elle a à peu près entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui sont disposées à se battre contre le franquisme.
et le coup d'État donc, et en face on a aussi des gens qui vont, grâce aux phalanges, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais aussi grâce à des associations d'extrême droite, téléguidées par l'Église, téléguidées par les carlistes, intégrer les réseaux d'espionnage et de combat de l'armée franquiste et intégrer l'armée franquiste elle-même. C'est donc une situation très grave qui va se trouver, s'installer dans cette période. L'Espagne va sombrer dans la guerre civile, bien sûr, parce que le pronunciamento militaire va à la fois consacrer la réunification de la droite en un bloc puissant et dirigé par une personne qui va petit à petit prendre la direction de ce bloc, à savoir le général Francisco Franco. Et de l'autre côté, on va avoir aussi à la suite, ou en tout cas pour remplacer l'ancien éparpillement politicien, on va avoir la très puissante confédération syndicale anarchiste, la CNT, et la puissante confédération socialisante et républicaine, l'UGT, qui vont en fait réunir dans leur rang les bribes, les éclats de tous ces petits partis qui ont, bon an mal an, existé dans la période extrêmement confuse sur le plan politique qui a prévalu en Espagne depuis 1923. Alors, comme vous savez, c'est la bibliothèque anarchiste, et donc les bibliothèques, elles s'occupent de livres. Et Michael, Philippe, quels sont les ouvrages que nous pouvons conseiller aux lecteurs, enfin aux auditeurs, à propos de la Révolution espagnole? Oui, donc on va aussi vous parler des livres que nous avons utilisés pour faire cette présentation, donc les principaux ouvrages que nous allons citer. Donc il y a un petit ouvrage que vous pouvez trouver aisément, qui est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage libertaire, mais qui est honnête, qui s'appelle « La guerre d'Espagne, de la démocratie à la dictature » dans la collection Découverte Gallimard. Ça présente l'avantage d'être rapide et plein de photographies et de documents très intéressants. Et c'est un ouvrage qui est raisonnablement neutre pour ce qui concerne la présentation des actions des différentes forces en présence à gauche, sachant que c'est un ouvrage qui est ouvertement antifasciste. Mais pour ce qui concerne la mise en perspective des relations entre les organisations républicaines ou révolutionnaires, il aurait pu prendre le parti des uns ou des autres. Il ne le fait pas. C'est un ouvrage qui reste utile et que vous pouvez lire, je crois, avec profit. Donc ça, c'est un ouvrage très récent, qui est intéressant, qui est facile à trouver, qui se trouve à Publico. Donc moi, je voulais vous conseiller au moins un ouvrage bref pour ceux qui n'avaient, avant cette soirée bien sûr, aucune connaissance précise sur la guerre d'Espagne. Et puis, je vais utiliser aussi deux autres ouvrages. D'une part, un ouvrage que vous connaissez, que j'ai déjà présenté à l'occasion de notre première présentation de la guerre d'Espagne au mois de février, puisque nous avons étudié les questions économiques du programme économique anarchiste, et que les événements de la Révolution espagnole nous avaient été utiles pour présenter précisément l'intérêt de cette Révolution espagnole sur le plan économique. C'est l'une des très rares analyses économiques de la Révolution espagnole. C'est un ouvrage malheureusement introuvable, mais que vous pourrez trouver emprunté dans les bibliothèques qui sont convenablement équipées. Frank Mintz, M-I-N-T-Z, Frank Mintz, l'autogestion dans l'Espagne révolutionnaire. Vous ne le trouverez pas en dehors des bouquinistes et des bibliothèques aux éditions Bellibaste, B-E-L-I-B-A-S-T-E. Cet ouvrage est une mine, c'est un ouvrage extraordinaire, d'une précision étonnante. C'est le seul ouvrage de ce type qui existe sur les réalisations effectives et statistiquement mesurées de la Révolution espagnole sur le plan de l'autogestion. C'est un ouvrage qui liste la totalité des villes où il y a eu abolition de la monnaie, abolition du salariat, salaire unique, etc. C'est un ouvrage qui explique avec précision à quels endroits de l'Espagne révolutionnaire les révolutionnaires ont réussi à établir, à remplacer la monnaie par des bons de travail, à remplacer les salaires par d'autres bons, et ainsi de suite, et comment ça fonctionnait.
Ce fonctionnement économique de la guerre d'Espagne, de la Révolution espagnole, c'est extrêmement utile, on en parlera et je le citerai, est complété par un autre ouvrage moins connu. J'ai décidé d'utiliser cet ouvrage-là parce que c'est un témoignage tout à fait intéressant. C'est un cinéaste espagnol, républicain, membre de la CNT, qui s'appelle Armand Guerra, G-U-E-2-R-A, dont vous trouverez l'ouvrage aux éditions Fédérop, F-E-D-E-R-O-P, Fédérop, et ça s'appelle « À travers la mitraille ». L'ouvrage a été fait comme un journal. C'est l'histoire du tournage d'un film de propagande pro-gouvernementale, donc pour la République espagnole, durant les événements. Et c'est l'histoire extraordinaire d'une aventure humaine et extrêmement dangereuse. Il y a des gens qui sont blessés, d'autres tués, au cours desquels, justement, une équipe de tournage va tenter de tourner au jour le jour, dès le premier jour du coup d'État, les opérations militaires. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage reste intéressant sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il décrit aussi ce qu'il voit au fur et à mesure que la guerre se développe et que les mois passent. Guerra visite les villes, les villages, etc. et il voit l'autogestion s'installer. Il voit la collectivisation se faire. Il arrive dans des endroits où il n'y a plus de monnaie, où on paye avec des bons, où on paye avec un service. Enfin, il décrit tout à fait le processus. Et là, c'est du vécu. Le type est mort en 1939 en France. Il est mort juste après la guerre en France, en 1939. Cet ouvrage, donc, est un document tout à fait exceptionnel et assez palpitant, et que j'utiliserai pour décrire les opérations militaires, entre autres, puisque c'est un ouvrage qui s'est intéressé principalement à la question des fronts. Alors, cette guerre d'Espagne, qui est aussi une révolution, on l'a bien compris, de la même manière que la révolution russe a été aussi quelque chose qui s'est effectué pendant une guerre, vous vous en souvenez. Tout d'abord la guerre de 14-18 et puis ensuite la guerre civile, en Russie. Donc, nous avons ici aussi un phénomène particulier, c'est en fait, dès 1931, décollectivisation spontanée, au moment du début de la Seconde République, un très très puissant mouvement de collectivisation spontanée, 1340 fermes collectivisées spontanément et dont s'emparent les ouvriers. Pas les ouvriers, enfin les ouvriers agricoles, puisqu'évidemment ils travaillent dans les champs. Et ils s'emparent des terres de leurs patrons. Ça a lieu, bien sûr, en 1932, c'est année après année, les choses s'aggravent. Il y a un premier coup d'État militaire qui échoue. Et la République réussit à reprendre le dessus. Les militaires sont capturés, certains sont envoyés un petit peu loin. Les militaires les plus suspects vont d'ailleurs être envoyés en exil. C'est ainsi que Franco se retrouve aux Canaries. C'est d'ailleurs des Canaries qu'il lancera son fameux appel de Palmas le jour du coup d'État, simultanément avec le général Mola, donc à Pampelune. Eh bien, nous avons ici les prémices, n'est-ce pas, du bouillonnement dont a parlé Michael. 1933, retour de l'extrême droite, abolition de tous les décrets, abolition de toutes les lois favorables aux collectivisations, et d'un seul coup, retour à l'envoyeur, retour à la case départ. L'armée revient, chasse les paysans qui s'étaient installés sur les terres, chasse les ouvriers qui s'étaient emparés des usines. Et donc on a 2 années qu'ils appellent les 2 années noires, donc qui vont être des années très très dures, n'est-ce pas, 34-35, puisque c'est aussi l'année de la révolte des Asturies, la grande grève des Asturies qui va être matée par la garde civile et par l'armée, avec des centaines de morts et des milliers de déportés et d'emprisonnés. Donc, au bout du compte, en février 36, la droite s'étant totalement déconsidérée, les partis de droite dont il a parlé, au bout du compte, les élections donnent le pouvoir à une coalition, le Frente Popular, le Front Populaire. On est en 1936 et c'est quasiment simultané avec la France. Donc, février 36, ce Front Populaire l'emporte et un certain Manuel Azaña prend le pouvoir et prend la tête de tout ça. Et comme en France, immédiatement, le mouvement de collectivisation à la campagne est relancé spontanément, ainsi que les mouvements de collectivisation d'usines. C'est-à-dire qu'en même temps que la victoire électorale arrive, en même temps la rébellion ouvrière et la rébellion paysanne. Et là, de nouveau, une vague de paysans s'abattent sur les terres des latifundiaires et s'emparent des terres qu'ils collectivisent aussi immédiatement. Bon, c'est quelque chose qui va faire très très peur à la droite. La phalange multiplie les actions contre les syndicalistes, assassine des gens,
tue des gens dans les campagnes, tue des leaders ouvriers. Cette phalange qui en fait applique une stratégie de la tension comparable à ce que font les hitlériens en Allemagne, ou ce qu'ils ont fait avec la SA et la SS, ou ce qu'ont fait les fascistes italiens dans les années 20. C'est-à-dire que c'était évidemment une pratique de ratonnade de terreur blanche dans les rues, avec des magasins incendiés, des gens assassinés, des choses tout à fait terribles. Et ça organise une atmosphère extrêmement violente de tension, avec des répliques, avec des milices ouvrières qui se constituent du fait des attaques, puisqu'il y a des attaques contre les piquets de grève, il y a des attaques contre les paysans, il y a des milices et des contre-milices qui se constituent immédiatement, et des milices d'autodéfense. Mais les fascistes sont assez bien armés, contrairement aux milices d'autodéfense ouvrières, qui ont besoin d'armes et qui n'ont pour l'instant pratiquement que des armes de chasse. La situation se dégrade tellement que le 17 juillet 1936, voyant que le gouvernement de la gauche ne faisait pas grand-chose contre le mouvement d'expropriation spontanée, l'extrême droite politique espagnole, appuyée par les militaires qui se sont conjurés, déclare annuler le résultat de ces élections et annuler la République qui vient d'être proclamée en 1931, et par une sorte de pronunciamento, déclare un putsch, n'est-ce pas, et déclare la guerre à la République en annulant la totalité des décrets par la voie militaire et en organisant la loi martiale. Cette insurrection qui part simultanément dans les casernes espagnoles, vous en avez une petite idée grâce à la carte que j'ai faite pour vous, là, qui est une carte qui va vous permettre de voir que un certain nombre de villes de garnison se sont soulevés et ont réussi leur soulèvement, alors que d'autres sont soulevés et ont échoué. C'est-à-dire que le jour même, le 17 juillet, la CNT déclare empêcher militairement les soldats de sortir de leur caserne. À partir du 18 juillet, le gouvernement de la République ordonne la distribution d'armes à tout homme qui désire défendre la République. À partir de là, tous les partis de la gauche se ruent vers les stocks de munitions et les casernes et s'emparent des armes qu'on leur donne. Dans certains cas, les armes sont saisies sur place, parce que, par exemple, le soulèvement militaire échoue. Dans d'autres cas, la caserne est prise d'assaut par des attaquants miliciens qui s'emparent en plus des armes qu'ils saisissent dans les casernes. Donc on a des astérisques, vous le remarquez, les astérisques comme par exemple Malaga, Murcie, Valence, Mérida, Badajoz, Tolède, Madrid, Barcelone, Gérone, Santander, qui montrent que dans ces villes-là, la rébellion a échoué, soit pour des raisons internes, c'est-à-dire des soldats loyalistes empêchent les putschistes de prendre le pouvoir et les livrent à la police et aux miliciens, soit la caserne se déclare putschiste, mais les milices de la CNT attaquent et reprennent la caserne. Ça a été le cas le cas à Madrid, bien sûr, à Tolède, ça a été le cas à Malaga, c'était le cas à Murcie, et ça a été le cas à Barcelone. Donc, on a donc deux cas en fait de figure. Soit la ville est tenue par une garnison putschiste qui a réussi à prendre le pouvoir dans la ville, et alors la zone est déclarée putschiste et elle va être du côté de Franco. Soit la caserne échoue dans son entrée dans le putsch parce qu'elle est vaincue, ou bien alors parce qu'elle accepte de passer du côté de la République. Primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato
barato y de buena forma, en el frente de grandeza ali tienen una forma. En el frente de grandeza ali tienen una forma. En la entrada de la forma hay un moro Mohamed. En la entrada de la forma hay un moro Mohamed que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas comedoras. El primer plato que dan son granadas comedoras. El segundo de masaya para recordar memoria. El segundo de masaya para recordar memoria. Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. En el frente de grandeza primera línea de fuego. En el frente de grandeza primera línea de fuego. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est la bibliothèque anarchiste, consacrée aujourd'hui à la Révolution espagnole. Donc, comment l'Espagne se divise-t-elle après les combats de juillet? Quel est le rapport de force, du point de vue militaire, entre les putschistes et les révolutionnaires espagnols? Et on voit ainsi se dessiner deux zones que vous voyez sous vos yeux. Deux zones en fait qui vont être les bases arrière de la guerre. La zone blanche que vous voyez qui est en fait la zone centrale qui va de Gibraltar et bien sûr aussi de la partie du Maroc espagnol qui va de Ceuta à Melilla à l'époque et qui est sur la côte africaine du Nord, de l'autre côté de Gibraltar. C'est de là que sont parties une bonne partie des casernes, d'ailleurs des casernes putschistes, et c'est par là que l'invasion militaire a commencé. Donc vous voyez cette bande verticale qui commence à Séville et qui prend l'Estrémadure, le Léon, la Galice et la Navarre. Ça, c'est donc la zone initiale de ce que la République appelait les rebelles. C'est-à-dire, soyons clairs, c'est la zone la plus pauvre d'Espagne et la moins peuplée. Et en toute logique, ils auraient dû perdre. Ils auraient dû perdre. Ils étaient peu nombreux et en plus, ils étaient dans les régions les plus pauvres et les moins industrielles de l'Espagne. Car l'Espagne, à l'époque, est une puissance industrielle qui n'est pas ridicule. Ainsi, par exemple, la Catalogne est très puissante, où il y a aussi toute la zone, n'est-ce pas, du nord, qui est la zone de Oviedo à Santander jusqu'à Bayonne d'ailleurs, et il y a bien sûr aussi la région de Madrid, Tolède. Il y a le sud, Alicante, Valence, qui sont des endroits où il y a un fort développement économique. Et en théorie, les cartes étaient du côté de la République. Mais il y a deux données qu'il faut prendre en considération. C'est l'existence du Portugal. Vous voyez le Portugal, là, sur la gauche. Ce Portugal est à l'époque tenu par un régime fasciste, qui va d'ailleurs durer beaucoup plus longtemps encore que Franco. Et ce régime fasciste, qui est extrêmement sévère et très sauvage, qui a commencé avant le franquisme, va en fait servir de base, de soutien, de repli et d'arrivée d'armes. Ainsi, les armes qui vont être apportées par l'Allemagne et l'Italie aux rebelles vont être apportées par le sud de l'Espagne, l'Andalousie, et par le Portugal. C'est-à-dire que ces zones vont être approvisionnées grâce à l'intervention étrangère. Il est important et très important de comprendre que dans un premier temps, les cartes étaient du côté de la République, mais les opérations militaires vont tourner autrement parce que l'aide extérieure va être considérable. Je parlais de l'aide extérieure tout à l'heure, mais autant dire tout de suite, très simplement, les putschistes ont reçu 100 000 hommes extérieurs, 80 000 Italiens et 20 000 Allemands, 700 avions, 200 tanks. Chose considérable si on considère la petite aviation de la République espagnole de l'époque et son faible approvisionnement et son faible équipement en blindés.
Donc, la grève générale est déclarée par la CNT et par l'UGT le jour même de l'insurrection, dans la nuit qui suit, entre le 17 et le 18. Le 18, tout le monde va chercher les fusils, où il le peut. Ça va du fusil de chasse au fusil mitrailleur, ça dépend un peu de la région et ça dépend de comment ça se passe. Mais d'une façon générale, si la caserne ne se rend pas, on l'attaque. On l'encercle, on la prend. Parfois ça arrive, parfois non. Quand ça n'arrive pas, alors la zone, bien sûr, bascule du côté des rebelles franquistes. Le jour même, n'est-ce pas, Mola s'installe à Pampelune. Par la suite, il va s'installer à Burgos, qui va devenir la capitale des rebelles espagnols. Et en même temps, Franco, qui est aux Canaries, fait sa déclaration, une déclaration extrêmement belliqueuse, une déclaration de mort et une promesse de vengeance et une promesse de meurtre. Quelque chose d'extrêmement impressionnant sur le plan rhétorique, je vous le garantis, et qui a d'ailleurs été mis à exécution, les ordres étant systématiquement d'utiliser, c'est clairement écrit dans l'appel, la plus extrême violence contre tous les fauteurs de troubles qui auraient pris parti pour le régime athée de la République. Et bien sûr, ce soulèvement militaire victorieux, dans un premier temps, dans certains endroits, va croire que les choses vont aller bien pour lui et Franco croit qu'il va prendre Madrid et Barcelone en une semaine. Cette erreur stratégique va être très très favorable aux républicains. Le mépris traditionnel des militaires pour les civils, qui n'est pas une spécificité française, ce mépris des militaires pour les civils va être sanctionné par une énorme surprise. La première grande surprise, c'est l'échec de la prise de Madrid. La seconde grande surprise, c'est non seulement l'échec devant Barcelone, mais en plus se faire repousser sur plus de 200 km par les colonnes de Durruti. C'est-à-dire que il y a deux grandes villes à prendre pour que l'Espagne tombe. Il y a Barcelone et Madrid. Madrid est attaquée, elle n'est pas prise, elle est bombardée, mais les troupes fascistes sont repoussées. Et à Barcelone, c'est pire. Les troupes ne sont pas seulement repoussées, elles sont enfoncées, défoncées littéralement, et défoncées, et chose importante, par la CNT toute seule. Pour ceux de nos auditeurs qui auraient jeté un regard sur le bouquin de Malraux consacré justement à la Révolution espagnole, qui s'appelle L'Espoir, ils se souviennent peut-être que Malraux n'arrête pas de louer le côté concret, le côté efficace des communistes, et c'est finalement un bouquin qui est complètement pro-communiste à cette époque. Mais on peut se demander quand même si le rôle militaire des anarchistes au début de la guerre n'a pas été bien plus grand que celui qu'on voudrait bien leur attribuer aujourd'hui, ou que les staliniens de l'époque leur ont attribué pour les dénigrer. Et là, c'est aussi une surprise, y compris pour beaucoup d'Espagnols, qui pensaient que les miliciens anarchistes n'étaient pas capables de s'organiser pour se battre efficacement contre une armée. Et en réalité, d'ailleurs, les communistes vont regarder les anarchistes contre-attaquer en pensant qu'ils n'allaient pas réussir à le faire. Et là aussi, une autre erreur tactique, celle des communistes, qui vont du tout complètement perdre leur prestige organisationnel auprès des masses espagnoles. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas participé à la contre-attaque. Ils se sont lancés dans la contre-attaque après que les anarchistes avaient déjà gagné la contre-attaque. Ce qui fait que le prestige des anarchistes va être extrême, en réalité, dans la première phase de la guerre. Et les communistes et les socialistes qui ont été très frileux dans la première réplique vont perdre beaucoup politiquement à cette affaire-là. Donc l'Espagne se trouve donc au bout de 2 mois de guerre, séparée en 2 parties, dont une est d'un seul tenant, la partie rebelle, et dont l'autre, la partie républicaine, est divisée en 2 parties, que vous voyez. D'une part, le nord, les Asturies, le Pays Basque, et puis d'autre part, la Catalogne et la Castille, ainsi que le Levant, et une partie de l'Andalousie dans un premier temps. Cette coupure est gênante, car en réalité, à aucun moment, du fait de l'absence d'aviation, le Nord ne pourra vraiment coordonner sérieusement ses attaques avec l'autre partie, la partie Est, donc qui est tenue ici pendant le début de la guerre par les républicains. C'est mauvais parce que, disons que à bien des moments, chacune des 2 zones aurait eu besoin de ce que produisait l'autre,
et tout n'a pas pu passer dans des conditions normales, comme vous pouvez vous en douter. Et ces franquistes donc voient le front se stabiliser. Malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à faire mieux. Mais pourquoi le front se stabilise-t-il ? Eh bien, il se stabilise le front parce que l'armée franquiste, qui est une armée entraînée malgré tout, qui est une armée qui était relativement efficace, assez bien organisée, qui utilise d'ailleurs des auxiliaires marocains en troupes de choc, que la République appelait les morts, los moros, n'est-ce pas ? Eh bien, ces troupes-là sont en fait bloquées dès qu'elles arrivent dans les montagnes. Si on examine bien la situation, on se rend compte que tant qu'on est dans la plaine ou sur le plateau, l'armée franquiste l'emporte. Elle emporte les villes et elle repousse les républicains parce que c'est une armée organisée, c'est une armée qui est blindée, c'est une armée qui a une infrastructure, une logistique, un génie. Elle a des canons, une puissante artillerie, chose que la République n'a pas vraiment, et elle a des tanks en très grande quantité. Alors, tant qu'on est dans la plaine et tant qu'on est sur le plateau, ça va. Mais dès qu'il y a une sierra qui arrive, dès qu'on se retrouve devant une chaîne de montagnes, alors là, les choses se gâtent. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'à l'automne 1936, les franquistes sont bloqués par toutes les sierras. C'est-à-dire que si on examine un peu les villes, on se rend compte par exemple que Madrid est protégée au nord par une sierra, celle d'Aguacarama, où il y a un certain nombre de villes. Il y a d'autres sierras qui protègent d'autres villes. Moi, j'ai remarqué que la sierra de Gredos, par exemple, protégeait à la fois Tolède et Madrid à l'ouest. Vous avez aussi d'autres sierras qui protègent Bilbao et Oviedo, c'est les monts Cantabriques. Valence est protégée par la Sierra de Chavalambra. Justement, il y aura Teruel, ici, que vous voyez. À chaque fois, le front est indiqué par une sorte de peigne. Grenade est protégée par la Sierra Nevada. L'Ebre protège d'une certaine manière une partie de la Catalogne. Et le Guadalquivir protège le sud de Madrid. Là, ce sont des rivières. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on constate ? La guerre de partisans, qui commence dès juillet 1936, va se prolonger, en fait, pendant un certain nombre de mois, tant que les partisans, essentiellement des miliciens qui alors réussissent à s'organiser et à s'unifier. Au bout de 2 mois, les communistes sont dans le coup, les socialistes sont dans le coup, tout le monde est là. Tout le monde est là dans un front unifié, à peu près coordonné, contre l'ennemi franquiste, et dans des conditions qui sont des conditions de combat acceptables pour tous, c'est-à-dire on échange les armes, on échange du matériel. Le Guerra, par exemple, signale de très très nombreuses fois les collaborations entre les maquis de couleurs différentes, je veux dire les rouges, les noirs, les roses, etc. Et là, réellement, dans le combat, dans la lutte, en tout cas dans la première année, visiblement, l'unité d'action fonctionnait convenablement. Alors, cette vie au front, évidemment, est une vie extrêmement difficile. Vous avez des gens qui sont dans la montagne. Après l'été et après l'automne, eh bien, arrive l'hiver. Et il fait froid dans les montagnes espagnoles l'hiver. C'est une guerre difficile. Les miliciens ne sont pas très équipés, mais ils connaissent le terrain. Ce sont souvent des paysans soldats, recrutés sur place, mais aussi des ouvriers qui se déplacent vers les fronts à l'aide d'automobiles ou à l'aide de trains, et qui se regroupent selon les couleurs politiques. C'est-à-dire que la Confédération, par exemple, la CNT, organise ce qu'elle appelle des colonnes confédérales. Et alors là, les anarchistes savent qu'ils vont dans la colonne confédérale. Les communistes ont des brigades ou des régiments. Et ils vont dans des brigades et des régiments, et ainsi de suite. Donc chacun, en fonction de son obédience politique, va se retrouver sur le front avec, en somme, ses camarades de lutte. Ça se passe à peu près bien dans un premier temps. Et par exemple, Guerra, je pourrais vous citer quelques petites phrases. Je vois par exemple qu'il dit « Je ne suis pas sectaire, bien loin de là », mais il continue. Ces journées-là, le peuple tout entier, sans distinction idéologique, était antifasciste et combattant. Communistes, anarchistes, socialistes, républicains, tous avaient un objectif commun, l'anéantissement du fascisme, l'écrasement de ce criminel mouvement subversif. On retrouve ce même genre de phrases un peu plus loin d'autres fois.
Il pose la question, par exemple, arrivé dans une ville, il demande au commandant, qui est un communiste, qu'est-ce qu'il a comme troupe sous ses ordres. Et bien l'autre lui répond, je demande, dit-il, quelle est leur appartenance politique ou syndicale? Et le chef brigadiste répond, tous. Certains sont de la CNT, de la FAI, des jeunesses libertaires, d'autres de l'UGT, du Parti communiste, de la gauche républicaine. Certains même n'appartiennent à aucune organisation, mais ils savent se battre comme des fauves, malgré tous leurs défauts. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, compañero en tu lugar. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. And just because he's human, he doesn't like a pistol to his head. He wants no servants under him and no boss over his head. So left to three, so left to three, to the work that we must do. March on in the Workers' United Front, for you are ever to. Tu es un ouvrier, oui, viens avec nous amis, n'aie pas peur, nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, 2, 3, drum links, 2, 3, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, weil du auch ein Arbeiter bist. Drum links, 2, 3, drum links, 2, 3, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, weil du auch ein Arbeiter bist. Voilà, donc c'est toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Voilà, vous avez entendu l'émission sur la guerre d'Espagne. Juste avant, donc, on vous avait fait une présentation des luttes qui ont lieu en ce moment dans le monde de l'édition, et plus particulièrement de l'édition indépendante, au collectif des éditeurs indépendants. Comme c'est notre lutte, je voudrais remercier au passage, les personnes qui nous soutiennent dans le monde des coursiers, parce qu'il y a des personnes qui nous soutiennent, et aussi dans le monde de la librairie, parce qu'elles sont solidaires de notre combat. Donc merci à tous. Merci à la chaîne générale du livre, parce que le livre c'est une chaîne, et donc quand on s'attaque à un de ses maillons, on s'attaque en fait à la chaîne dans son ensemble. Voilà, merci à tous. Nous allons bientôt passer on va passer le témoin, comme on dit, à l'émission qui suit, Court-Circuit. Il y a un générique, il y a plein de choses. Ils vont nous parler de théâtre et d'autres choses encore, je pense. Et d'identité nationale aussi. Et ben voilà, donc ils vont frapper Hortefeux et puis Besson. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et à dans 15 jours pour la suite de l'émission sur la Révolution espagnole.